Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau livestream Erdorin 2300, ou Erdorin l'air de rien, mais comme c'est aussi le titre des vidéos indépendantes que je fais, c'est un petit peu la confusion, donc Erdorin 2300. C'est le concept du stream, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je suis auteur d'un jeu de rôle qui s'appelait Tigre Volant, qui maintenant s'appelle Erdorin 2300, c'est un jeu de rôle de science-fiction, et je suis en train de le réécrire de façon assez extensive, et histoire de me motiver, je fais ces live streams pour faire des retours d'écriture. Alors avant, je faisais de l'écriture en direct, je me suis aperçu que ça marchait pas super bien, déjà ça me déconcentrait un peu. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je fais de l'écriture en amont, et puis ce que je vais vous proposer là, c'est un petit peu de la relecture des textes. Là, je meuble. Bon, déjà, je mentionne ça pour les gens qui tomberaient sur les vidéos un petit peu par hasard et qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ce sbull. Mais je meuble parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de monde qui vienne. Alors, je me fais pas trop d'illusions. En général, on n'est pas une grande foule sur ces live streams. Mais voilà, de toute façon, là, je vais commencer par faire quelques petits... on va dire quelques petits messages de service. Je vais vous dire 2-3 choses qui sont potentiellement intéressantes, que vous avez peut-être pas vu passer, ou des annonces sur des conventions à venir. Et puis ensuite, je vais vous montrer ce sur quoi j'ai bossé ces derniers temps. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Voilà. Je vérifie juste un petit détail sur sur mon navigateur, parce que j'aurai un truc à vous montrer plus tard. Voilà, s'il veut bien se charger, oui, il veut bien se charger. Alors, je précise que ces live streams, je les diffuse sur la chaîne YouTube Erdorin. C'est la principale parce que c'est généralement celle où il y a le plus de monde, mais c'est également disponible sur Twitch, c'est également disponible sur Peertube. Ne faites pas trop attention aux chiffres qu'il y a en haut à droite à l'écran. Non, c'est en haut à gauche, enfin bref, les chiffres de fréquentation, parce que j'ai pas encore réussi à lier le compte YouTube avec le bon compte YouTube. Disons que pendant un bon moment, je streamais depuis mon autre compte YouTube sur lequel je fais des vidéos musicales. J'ai décidé de séparer les deux, mais du coup, le problème, c'est que le chiffre, il ne comptabilise que les trucs qui étaient avant. On a Yellow Shark qui est là. Eh bien, bonsoir à toi, merci de passer. Donc là, je suis un petit peu en train de meubler en attendant qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Donc, l'un des principes aussi que j'ai sur ce live stream, je vous mets les questions de l'épisode. C'est aussi quelque chose que vous voyez. Non, c'est l'autre, évidemment, c'est l'autre. Non, c'est là. Voilà, j'y arriverai. C'est un petit peu des questions qui vont pouvoir rythmer un petit peu le live stream au cours de la diffusion. S'il y a un petit peu un blanc, on peut revenir là-dessus. Donc les 3 questions, c'est est-ce que vous avez des conventions auxquelles vous allez cet été, conventions de jeux de rôle donc, ou autrement, généralement c'est quand même du jeu de rôle. On va parler dans l'écriture, on va parler des éléments culturels. C'est un des éléments, c'est un des fichiers que j'ai passablement retravaillé, donc on va revenir là-dessus. Et puis aussi, si vous avez des questions sur les mécaniques de jeu d'Erdorin 2300, là encore, on va revenir là-dessus. Là, j'ai travaillé un petit peu moins, mais j'ai fait un petit peu de nettoyage et de mise au propre d'un certain nombre d'idées que j'avais eues. Et puis surtout de retour par rapport aux parties que j'avais menées lors de la convention Octogone le mois passé à Lyon. On va revenir un petit peu là-dessus, et je sais que c'est un... Alors pour ceux qui connaissaient l'ancien jeu Tigre Volant, si vous avez déjà vu un petit peu à quoi ressemblent les mécaniques de jeu, vous savez que c'est quand même très différent de ce qu'il y avait avant. On est sur un système qui est beaucoup plus narratif, il y a quasiment pas de jet de dés, et puis il y a beaucoup de mauvaise foi, ce qui je trouve est totalement dans le ton du jeu. Yellow Shark, je ne me souviens pas si tu étais... Il me semble que tu étais déjà venu lors du live stream précédent d'Erdorin, mais j'en suis pas 100% certain. Si c'est... Il me semble que c'était toi qui avais un autre pseudo à un moment donné, mais je peux peut-être me tromper.
je confonds un peu parce que la semaine passée sur le live stream musical, on avait beaucoup de monde, et notamment des gens que j'avais pas souvent vus, ce qui était très cool, mais du coup, j'étais un petit peu confus sur qui est qui. Là, j'ai quoi comme menu? J'ai des... Ah, cool. J'ai des revendications sur les autres vidéos qui ont été lues. Cool. J'en ai encore plein, mais voilà. T'étais pas passé la dernière fois. Donc, est-ce que tu connais Tigre Volant? Est-ce que tu connaissais Tigre Volant? Est-ce que tu avais déjà vu un autre live stream? Est-ce que peut-être tu les as vus en diffusion? Et puis bon, la question, on va passer sur la première question parce que ça va m'amener à un petit peu mon actualité de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des conventions de jeux de rôle auxquelles tu comptes aller cet été? Il y en a quand même pas mal qui ont lieu pendant l'été. Notamment, j'ai un souvenir ému, maintenant c'est super loin, mais RPGers, qui se trouve dans le sud-ouest de la France, qui est vraiment une super convention dans un petit village. Tu fais partie de la team... Ah oui, voilà, j'étais là, Gandalf, à Octogone, oui, évidemment. La team Mémère, la fameuse opération Mémère, oui. Je sais pas si on va la voir ce soir, d'ailleurs. C'est pas impossible, de temps en temps, elle passe sur les live streams, mais pas souvent. La semaine prochaine, on fait une convention sur Arras. Ah oui, c'est ok, quand même assez loin, mais ok. Je sais que j'ai des collègues qui vont aller en Belgique pour la fantastique convention, là, c'est le festival en jeu, je crois. Il me semble qu'il y a un truc 7 octobre au courant octobre à Bruxelles. Donc là, j'ai des collègues de l'ES en face qui vont y aller. Moi, j'y serai pas personnellement parce que c'est un petit peu loin. Pour ma part, donc au niveau des conventions, dans une semaine, enfin le week-end prochain, pas ce week-end qui arrive mais le suivant, il y a Orchidée, la convention suisse romande, qui n'a pas pu avoir lieu dans son espace habituel, savoir dans la région de Lausanne autour de Pâques. Cette année, ils ont décidé de faire un truc avec le musée suisse du jeu, qui se situe dans une ville au nom extrêmement improbable, alors que pourtant la Suisse romande en compte quand même un certain nombre, ça s'appelle la Tour de Paix. Ça s'écrit P-E-I-L-Z, mais je vous assure, ça se prononce Paix. Et donc là-bas, il y a le musée suisse du jeu, et ils vont organiser une mini-convention, il va y avoir une dizaine de tables de jeux de rôle pour présenter ça, et je vais y faire une partie d'Erdorine 2300 le samedi. Voilà, donc du côté de la Riviera vaudoise, entre, grosso modo, Lausanne et Montreux, en gros. Dans ce coin-là. Je serai également à la Japan Expo en début juillet. Alors Japan Expo, évidemment, c'est la grande foire pour les mangas, les animés, le cosplay, tout ça. Mais il se trouve que, si ça vous intéresse, il y a également une petite partie jeu de rôle là-bas, qui est organisée par Opal, si mes souvenirs sont bons, ou la FFJDR. Ils ont quand même, là encore, une petite dizaine de tables. Ils organisent des parties pendant le week-end. Alors, j'ai pas prévu d'y jouer, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux peut-être essayer de voir d'organiser un truc. Voilà. On y sera avec madame, mon épouse, les jeudis, vendredis, sachant que le samedi, dimanche, on se le réserve pour faire des trucs à Paris avec les copains. En même temps, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre à ce moment-là, typiquement, le samedi soir, on va aller se boire des bières au Cavalier.
En fait, on fait tout le triangle d'or dans l'après-midi et on finit, on part depuis Jussieu et puis on fait quasiment toute la rue des Écoles jusqu'à Odéon et jusqu'au Cavalier. Autrement, il y aura en août, toujours en Suisse, fin août, je crois que c'est le 28 août si mes souvenirs sont bons, à Saxon, dans le Valais, il y a une convention qui est la boîte de Pandour, auquel je serai. C'est des potes, donc j'ai pas intention de manquer ça. Il y aura également autour du 22 septembre, toujours en Suisse, à Lausanne, la nouvelle édition d'Arcana. On espère que cette fois-ci ils vont pas l'annuler. Parce qu'elle nous avait un petit peu claqué entre les doigts l'année passée, ça avait été un peu un crève-cœur. Il y aura plein d'autres trucs, mais là on est vraiment beaucoup plus loin. J'aurai l'occasion de vous en reparler si je vois venir le truc. Et puis pour faire plus dans l'actualité moi-même, je tiens à vous signaler, alors je fais partie, mis à part mes trucs de jeux de rôle, je suis aussi partie d'une association qui s'appelle le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. Par littérature de genre, on entend tout ce qui est pas de la blanche, c'est-à-dire fantasy, science-fiction, polar, romance, historique. Et puis, ce groupe, il a une habitude assez amusante, c'est qu'il sort un webzine. Petit t-shirt ElfQuest, oui, bien oui. Le t-shirt vintage qu'ils avaient ressorti il y a pas très très longtemps. Et puis ce fanzine, le Gaelic, cette organisation, le Gaelic, il faut que je vois si je peux passer en web. Si je passe en web là, qu'est-ce que ça va me montrer? Voilà. Donc on est sur le site Gaelic. Et donc, ils ont un webzine, le dernier qui vient de sortir. Quand je dis qu'il vient de sortir, il est sorti hier ou aujourd'hui. Et là-dedans, il y a pas mal de trucs intéressants. De façon générale, c'est quand même un truc, pour un webzine, c'est quand même fait de façon super pro. Pas mal de trucs qui concernent l'organisation, à la rétrospective, un truc sur les bêta lecteurs, que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air vachement intéressant. Des chroniques des chroniques des chroniques littéraires, des chroniques d'auteurs du cru, interview des nouveaux membres de l'association, trucs sur une librairie, voilà, tout un tas de trucs un petit peu techniques. Julien Hirt, qui est un auteur suisse qui a un blog sur l'écriture qui est très intéressant, qui s'appelle Le Fictiologue, Place d'âme, excellent bouquin, j'ai beaucoup aimé. Truc de fantastique, c'est un petit peu fantastique qui se déroule dans le Jura. C'est fantastique et uchronique, c'est assez intéressant. Et puis voilà, un article que j'ai écrit moi sur la fiction et le jeu de rôle, comment lier les deux. Voilà, donc c'est quand même un truc de 2 pages. Alors le premier jet que j'avais fait, il en faisait 5. Donc ils m'ont dit non, là, c'est peut-être un peu trop. Donc du coup, j'ai un peu réduit, mais voilà, si vous voulez lire un peu ma prose, ça se trouve sur le site du Gaelic, gaelig.ch. Voilà. Voilà, c'était donc mon actualité à moi que j'ai. On retourne en face cam, bim. Voilà, j'espérais qu'il y ait un peu plus de monde et le temps de venir, mais visiblement on va être un petit peu tout seul. C'est triste, mais c'est triste et en même temps c'est comme ça. Alors si j'ai l'air un petit peu brillant, c'est parce que là je suis dans mon bureau et il fait 30 degrés dans le bureau. Voilà. Il faisait 30 degrés tout à l'heure, j'ai allumé le ventilateur à fond, j'ai ouvert la porte pour aérer et maintenant il fait toujours 30 degrés. Un article passé à l'essoreuse, oui, mais alors ça c'était un petit peu, en fait, j'avais confondu caractère et mot. Donc quand ils m'ont dit faut faire un truc de 10 000 signes, moi j'avais compris faut faire un truc de 10 000 noms, j'étais parti, facile. Et en fait non. Donc là il a fallu tailler dedans de façon assez spectaculaire. Fort heureusement les éditeurs du webzine m'ont pas mal aidé, ils ont pas mal débroussaillé le truc, et puis pour finir on a réussi à avoir un texte de longueur tout à fait convenable et dans les délais, ce qui pas toujours not a given chez moi. Enfin donc voilà, j'étais quand même assez content de moi. Ça représentait un petit peu ce que je voulais dire, pas complètement, pas tout à fait, mais dans les grandes lignes c'était bon. Donc je ne me suis pas plaint. Bon, la photo est moche, mais c'est de ma faute.
Heureusement, personne n'a compris 10 000 pages. Alors sur un webzine, tout est possible, mais je pense que les autres auraient un petit peu regardé de travers si j'avais tenté le truc. Et moi aussi d'ailleurs. Voilà, on va passer à la partie écriture. Pesez sur le bouton changement de caméra. Voilà, je vais commencer par le premier point en fait sur lequel j'ai travaillé. Eh ben, ce sont les mécaniques de jeu. Hop. Je me demande si je vais pouvoir bouger ça sans que ça foute le sbul. Non, à première vue, c'est bon. Par contre, ça, faut que je bouge aussi. L'idée, c'est que je puisse pouvoir voir le texte à l'écran et en même temps voir OBS pour voir s'il y a des commentaires. Voilà, alors, les mécaniques de jeu, je vais pas revenir là-dessus parce que grosso modo, 80% du texte est encore le texte original, donc ça n'a pas beaucoup changé. J'ai juste fait quelques modifications, clarifications au niveau de ce qui est des actions. Alors, donc rappel, l'idée c'est que donc la mécanique c'est ce qu'on appelle sont des éléments descriptifs qu'on va appeler des traits. Il y a différents types de traits, les principaux sont les atouts. Les atouts ça peut être un petit peu, en fait c'est vraiment des trucs qui n'ont pas d'éléments prédéfinis. Les joueurs choisissent un peu ce qu'ils veulent, ça peut être une description, ça peut être un comportement, ça peut être une compétence ou même une phrase clé. Et puis avec ces atouts viennent des clés qui sont des spécialisations d'une certaine façon. Les atouts ont toujours une valeur de 1, les clés ont une valeur de base de 1, mais qui peut augmenter. Donc il n'y a pas de liste officielle, libre au joueur de créer ce qu'il a envie, il y a il y aura dans les règles, il y aura quand même quelques suggestions pour les trucs. Idéalement, les atouts et les clés racontent l'historique du personnage réciproquement, genre, quand j'étais mercenaire, c'est un atout, j'ai appris à tirer à l'arme lourde, clé, et à réparer un turbopropulseur avec microforge de fer blantier, clé. Voilà, ça c'est, on peut tout à fait construire son personnage en faisant l'historique, et en marquant les éléments clés, si je puis dire, dans le truc comme étant des atouts ou des clés. Donc fondamentalement, à la création, un personnage va avoir 4 atouts, chacun avec 2 clés. On peut choisir 2 équipements et un lien. Modèle classique, c'est d'avoir un atout peuple. Dans d'autres jeux, on appellerait des races. Un atout culture, 2 atouts métier. Pour chaque métier, un équipement, mais c'est pas obligatoire. On peut varier un petit peu comme on veut. Donc il y a aussi des atouts de contexte. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu clarifié aussi. Alors, dit plus haut que tout élément sur la feuille de personnage est techniquement un trait, c'est vrai, mais il faut tempérer un élément narratif sur la feuille de personnage qui ne soit pas un atout, un équipement, peut être utilisé pour une action, mais un seul, et il ne donne qu'un bonus de 1. C'est aussi le cas pour la légende. Ça, c'est quelque chose que je mentionne plus bas, c'est lié à l'expérience. Le joueur peut faire appel à un des éléments de sa légende pour là encore jeter un bonus de 1. Enfin, suivant les situations, le DM peut accorder un ou plusieurs traits de terrain qui correspondent à des objets ou des circonstances présentes sur la scène. Par exemple, la présence d'une barre à mine sur un chantier. Si un personnage se trouve sur un chantier qui veut, je sais pas, défoncer des toilettes ou un truc comme ça, et qu'il a rien d'autre sous la main, bah, tu peux dire, ok, il y a une barre à mine, ça va te donner un bonus de 1. Voilà. Je vais peut-être le rajouter aussi. Donc là, le matos, ça fonctionne de la même manière, et ça, c'est un truc qui, je sais, va faire un petit peu criser pas mal de fans de science-fiction, qui aiment bien avoir leur petit catalogue fétichiste d'objets qui font mal. Là, l'idée, c'est que oui, tu peux l'avoir, mais en fait, fondamentalement, les objets que tu es censé avoir, tu les as, et on va compter comme du matos, comme un truc, entre guillemets, chiffré, que des objets qui ont une importance pour toi et pour les réussites que tu fais.
Donc l'équipement qui vaut la peine d'être décrit, qu'on appelle matos, c'est celui qui est particulier au personnage, pas seulement un pistolet automatique, c'est un NCC Automag modèle 2211, le flingue de sa grand-mère quand elle était shérif, une petite bourgade du Texas. Ce n'est pas une simple caisse à outils, c'est tout le matériel qu'il a accumulé en bourlinguant avec le RPF qui peut démonter ou démonter toute la yaourtière soviétique au générateur antigrave Siansk. Idée à la con pour les personnes peu enclines à créer à partir de rien des tablés aléatoires, tout à fait. Ça c'est complètement prévu. Non, alors non, ça serait pas trop lourd, d'autant que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait pour Freak Squid, le jeu d'aventure. Et en fait, quand on a des joueurs qui savent pas trop quoi faire, ça marche très bien. Ça donne des trucs qui sont parfois complètement éclatés au sol, mais ils gèrent. Et après, on dit, voilà, c'est des tables aléatoires. Si le résultat vous plaît pas, vous retirez le dé ou vous prenez autre chose. C'est juste une interface supplémentaire pour aider un petit peu. Mais oui, il y aura des... alors déjà, il y a des cultures qui sont quand même prédéfinies. Pour chaque culture, on a déjà des traits qui sont particuliers à la culture. Pour les peuples, ça sera pareil. Et puis, il y aura sans doute des métiers types pour lesquels il y aura des compétences, des atouts compétences qui sont déjà prédéfinis. Donc oui, ça c'est l'idée de la table aléatoire, c'est une très bonne idée. Alors je veux dire, j'y ai pas repensé depuis, mais c'était complètement quelque chose que j'avais dans l'idée puisque c'était quelque chose qu'on avait déjà fait pour Freak Squid, le jeu d'aventure, et qui en vrai fonctionne vraiment très bien. J'adore cette vision des choses. C'est un petit peu le truc. Alors il faut dire un truc, c'est que j'ai écrit Tigre Volant 3e édition, grosso modo 2002 et 2005, sorti en 2006. Et quand il est sorti, c'était exactement le jeu que je voulais faire. Un an plus tard, c'était plus le cas. Et c'est un petit peu le truc, d'une certaine façon, quand on a bossé sur Freak Squid il y a une dizaine d'années, en fait, déjà, ça a débloqué plein de trucs en moi que je savais que je voulais, mais que j'arrivais pas à formaliser. Et en grande partie, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. En grande partie, les mécaniques de jeu telles qu'on les voit là, notamment tout ce qui est la question du Love Inside, c'est une idée de Antoine Beugly, mon compère et néanmoins ami, avec qui on a travaillé sur Freak Squid d'ailleurs. Je crois que j'ai pas mentionné, peut-être que j'explique ce qu'est le love à un moment donné, mais voilà, ça c'est un truc qu'il faut que je rajoute plus tard. Je vais peut-être remettre un titre ici pour dire que voilà. Alors pour les actions, une action séquente à personnage doit utiliser un de ses traits face à une opposition. L'opposition est définie par une valeur de difficulté et le but est d'avoir plus de points que cette difficulté. L'action, alors il y a 3 types d'actions. Une action à l'arrache, c'est quand le personnage bricole un truc en vitesse, c'est une action à l'arrache. Il peut alors utiliser un atout et toutes ses clés, ainsi qu'un matos, mais sans les clés. L'action à l'arrache ne coûte pas de love, donc il peut utiliser que ça. Mais c'est vraiment le truc, passe-moi un marteau et un fer à souder, et puis je vais te réparer ta radio. L'action soignée, c'est si le personnage choisit de faire un effort, c'est une action soignée, il peut alors utiliser un atout et toutes ses clés, un matos et toutes ses clés. L'action soignée coûte un point de love, et le personnage peut également choisir d'utiliser un point de love supplémentaire pour activer un deuxième atout ou matos et toutes les clés qui vont avec. Et un troisième point de love pour un troisième atout, etc., etc. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir monter en gamme, c'est quelque chose qui va durer un peu plus longtemps, mais au niveau de la qualité du résultat, ça va être nettement meilleur. Enfin, il y a l'action liée, c'est le personnage peut aussi utiliser un point de love pour faire intervenir un autre personnage avec lequel il a un lien. Un autre PJ, mais pas forcément. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une action combinée, non, c'est une action liée. Donc ça, cette phrase ne sert à rien. Voilà, au revoir la phrase qui sert à rien, boum dehors. Donc là, par exemple, j'avais un exemple, Stuka McDrive, Rowan de son état, se retrouve impliqué dans une bagarre de bar. Comme il essaye d'être discret, il décide de se faire tout petit à sa table, ce qui n'est jamais facile pour un Rowan. Pas de bol, quelqu'un semble décidé à lui taper dessus parce que raison et adrénaline et aussi probablement beaucoup d'alcool. Le Rowan a un atout combat et la clé bagarre de bar à 1, ce qui fait un total de 2. Son attaquant n'est pas vraiment doué, ce qui gagne une difficulté de 1, dont il se débarrasse d'un nonchalant revers de bouteille, et c'est ce qu'on appelle une action à l'arrache.
Sauf que son adversaire avait des potes tout aussi peu doués, mais ils sont 2, d'où une difficulté de 2. Stuka décide donc d'utiliser de nouveau son atout combat et la clé idoine pour une valeur de 2 et de dépenser un point de love pour une action soignée. Il renverse sa table sur ses 2 attaquants, égalité score, mais avantage au Rowan grâce au love. Oui, ça c'était à ça, faudrait que je le change parce que ça avait aussi changé. Tac. Donc il faudra aussi d'ailleurs que je change l'exemple parce que du coup il marche plus super bien. Sa manœuvre a cependant attiré l'attention d'un peu tout le monde et Stuka se retrouve au milieu d'une mêlée sauvage avec une difficulté qui monte à 4. Il décide de dépenser un nouveau point de love pour une action soignée avec les mêmes atouts et clés, mais en plus d'en dépenser un second pour activer son atout Rowan et la clé indestructible, ce qui lui donne un total de 4, de nouveau égalité mais avantage, Love Conquers All. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée générale, si on n'a pas les atouts, c'est triste, et c'est là où ça devient rigolo. Plus sérieusement, soit le personnage décide d'échouer, on en discute un peu plus loin, soit il essaye quand même en utilisant des atouts et des clés pas forcément adaptés. Le but c'est de convaincre le DM et les autres joueurs que c'est parfaitement régulier. Oui, dans Erdorin 2300, la mauvaise foi fait partie du jeu. Voilà. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin sur les trucs parce qu'il y a quasiment rien qui a changé, donc pour les gens qui n'avaient jamais vu, peut-être mentionner, alors si tu connaissais pas cette partie, expérience, légende et réputation, donc au fur et à mesure de leurs aventures, les personnages vont garder de l'expérience, ce qui leur permet d'acquérir de nouveaux atouts et d'augmenter leurs clés. Il faut compter 2 points d'expérience pour un nouvel atout qui viendra avec 2 clés, et autant de points d'expérience que le niveau à atteindre pour augmenter le niveau d'une clé, donc passer de 3 à 4 nécessite 4 points d'expérience. Les personnages acquièrent un point d'expérience par session, plus 1 très exceptionnellement 2 en cas d'action spectaculaire, mais dans tous les cas, les personnages doivent décrire ce qu'ils ont fait pour obtenir chaque point d'expérience. Cet ensemble de descriptions constitue la légende du personnage. À noter que d'autres joueurs peuvent proposer leur propre version de la légende et celle qui obtient une majorité de voix qui compte. Donc si tes joueurs on décide qu'en fait tu les as complètement, enfin si les autres personnages décident que ton personnage est un gros mytho et ça s'est pas du tout passé comme ça, ben c'est la majorité qui gagne. Enfin il y a une question de réputation. C'est pas super important, mais en fait ça a quand même une petite importance dans les mécaniques de jeu. Voilà. Tac. Alors là, je vois c'est marrant, il y a un commentaire que je ne vois pas popper à l'écran qui dit des descriptions a posteriori. Oui, complètement. C'est un petit peu le principe, si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. C'est un petit peu la même idée. C'est pas une description. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, mais ce que les gens se rappellent, c'est pas forcément la même chose. J'ai l'impression que YouTube me fait encore des bêtises. Mais enfin bon. Ne faites pas attention à moi. Alors, on va passer au deuxième. Et pour ça, il faut que je bricole. Je vais demander un petit instant pour bricoler OBS et faire venir l'autre fichier propriété, l'autre fenêtre qui est culture. Voilà. Boum. On va pouvoir fermer les styles, c'est pas trop la peine. Alors je garde un œil toujours, là j'ai mon moniteur qui est ici. Très bonne idée et bon moyen de débrief la partie en toute bonne foi évidemment. Oui, complètement. Il y a aussi ça. Tiens, il y a un machin ninja qui me fait des misères. Je vais regarder un petit peu un truc, là. Ok, non, c'est juste qu'il était super lent. Donc là, tes 2 commentaires, je les ai vus popper sur leur tour, mais je les ai pas vus popper sur l'application qui me permet de les faire apparaître à l'écran. Peut-être, qui est toujours un petit peu agaçant. Mais bon, voilà, maintenant c'est bon. Alors, je vais passer au deuxième texte que j'avais retravaillé. Alors celui-là, je l'ai retravaillé de façon beaucoup plus extensive. Alors c'est un texte sur lequel j'avais déjà travaillé il y a pas mal de temps. C'est le texte qui désigne des cultures. Alors l'idée dans Erdorin, c'est que il y a des peuples ou races, enfin moi j'appelle ça peuple, histoire d'être moins, de faire moins Troisième Reich, quoi.
Et l'idée, c'est que le peuple, ça désigne vraiment le bonhomme dans toute sa génétique, mais la culture, c'est un truc différent, et on peut tout à fait avoir quelqu'un qui vient d'un peuple, mais qui a pas la culture de base du peuple, qui vient d'une autre culture. On peut tout à fait avoir imaginé un elfe pansexuel de l'espace, mais qui a été éduqué au Texas. C'est un peu foireux, mais pourquoi pas. Et du coup, les cultures, c'est un élément assez important, c'est aussi un élément qui permet de décrire un petit peu les différentes mentalités des différentes cultures qu'on retrouve dans la galaxie. Et donc pour ça, j'avais commencé à écrire 2-3 trucs, mais j'avais pas fini. Et ça, c'est un truc que j'ai voulu commencer à faire maintenant dans un certain nombre de fichiers. Je commence à avoir pas mal de fichiers qui sont écrits ou réécrits, mais c'est jamais complet. J'ai commencé à faire des trucs, puis je me suis arrêté. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu changé ma méthode de travailler il y a 2-3 live streams de ça, où je m'étais aperçu que, en fait, écrire en direct, quand il y a des gens qui communiquent en même temps, quand il y a des questions et des réponses, alors c'est quand même le but du live stream, hein, c'est quand même avoir une interaction et d'avoir des gens qui regardent et qui posent des questions, ou qui font des commentaires idiots, pas que je sois le seul à faire des commentaires idiots, mais du coup, s'il s'agit d'écrire un truc, ça me sort un petit peu de ma concentration, ce qui m'embête un poil, et du coup, j'avais décidé de changer de méthode et puis d'écrire en amont et donc de refaire les trucs. Et là, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a quand même énormément de textes que j'avais commencé à écrire justement en live, mais j'étais jamais allé très très loin parce que il y avait cette question de concentration qui me posait problème. Donc là, je suis revenu sur ce texte des cultures que j'avais déjà quand même pas mal entamé, mais pour rajouter pas mal de détails qui n'avaient pas été vraiment mis en place. Donc voilà, une culture se définit coutumes, traditions, manière de penser, même le langage, entre autres choses. Il existe une foule de cultures, sous-cultures régionalistes. Dans ce chapitre, on va surtout s'intéresser au principal. Alors, la culture stellaire, à pas confondre avec les clans stellaires, c'est la culture dominante dans la sphère, même si elle concerne surtout les Eldar et les Atlani, elle a eu 10 000 ans pour s'immiscer dans d'autres cultures. La principale caractéristique, c'est une tendance à prendre son temps avec des espérances de vie multiséculaires, voire multimillénaires. Les peuples stellaires considèrent que plusieurs années, c'est du court terme. Un autre aspect de cette culture se trouve dans son nom, c'est le rapport aux étoiles. Les Eldar, notamment, se considèrent comme les enfants des étoiles, c'est même l'étymologie du mot Eldar. Paradoxalement, ce sont des cultures qui sont également très proches de la nature. On va revenir un petit peu là-dessus. Il y a un élément, si c'est la première fois que tu viens sur le stream, t'as peut-être pas vu une des idées qui va venir assez rapidement, c'est plus compliqué que ça. C'est que l'idée, c'est d'avoir une description assez générale des choses, et puis de rajouter quelques petites phrases qui disent « oui, mais en fait, c'est pas tout le temps comme ça ». La plupart du temps, si c'est pas plus compliqué, c'est qu'on a raté un détail. Donc, dans les structures sociales, le clan est la principale structure sociale des cultures stellaires, sont des familles étendues qui peuvent avoir des ramifications gigantesques et qui sont liées par des jeux d'alliances et de rivalités complexes. Certains clans, comme le clan Maigran, sont plus puissants que des nations. Alors, le clan Maigran, c'est le clan qui terraforme des planètes. Ça fait grosso modo 10 000 ans qu'ils terraforment des planètes, donc autant dire qu'ils sont un peu blindax. D'une certaine façon, les cultures stellaires ressemblent à des sociétés féodales où les liens entre personnes et familles sont plus importants qu'entre des États-nations. Vie quotidienne en apparence, la vie quotidienne est très chaotique avec des horaires souvent décalés et fragmentés, mais elle est plus organisée qu'elle n'en a l'air avec des systèmes d'agenda électroniques gérés par arbitrage. Ce sont généralement des journées de travail plutôt courtes, mais qui laissent de la place à des activités communautaires plus informelles. Si les cultures stellaires connaissent la notion d'argent et de commerce, une grande partie de ce qui fait leur vie quotidienne est du domaine non marchand, logement, nourriture, transport, les soins ne sont pas payants, ou en tout cas pas dans la version de base, mais on peut toujours payer un peu plus pour des extras. Les tenues vestimentaires sont le plus souvent simples, taillées dans des matériaux naturels, un tissu synthétique est souvent signe d'un vêtement de travail, et les tenues élaborées ont souvent un marqueur de formalité. Cela dit, la tenue la plus courante, c'est pas de tenue du tout, à part si les éléments ou les circonstances le demandent. La nudité domestique est la norme, et les habitations incluent souvent un plan d'eau dans lequel les gens aiment se relaxer. Oui, c'est une blague eldarine. Bon, la blague eldarine, si tu ne connais pas, ça signifie un sous-entendu sexuel. Et d'ailleurs,
Les notions de sexualité, de genre et de relations sont très informelles et plus de l'ordre des préférences personnelles, un peu comme les goûts culinaires. De façon générale, ce sont des cultures très peu genrées où les notions de masculin ou de féminin ou autre ont une faible importance. Beaucoup de populations atlano-eldarines cultivent une certaine forme de xénophobie à bas bruit, une méfiance envers les gens visiblement hors de leur culture, principalement les terriens. C'est rarement agressif ou même ouvert, mais c'est souvent notable. Et là, on rentre dans le petit paragraphe, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, le rapport à la nature est paradoxal. La plupart des environnements sont des créations artificielles qui sont faites pour avoir l'air naturel. Sauf rares exceptions, toutes les planètes habitées de la sphère ont été terraformées. De même, les éléments technologiques sont présents mais cachés. Enfin, autre point, il existe de très nombreuses sous-cultures, certaines avec des traditions plus solidement ancrées. Par contre, ce n'est pas parce qu'elles ont été établies il y a longtemps qu'elles sont forcément plus conservatrices. Ensuite, il y a une partie sur les atouts culturels. Là encore, c'est pour la création de personnages, c'est différentes idées pour ajouter des choses. Donc le Souilekor, qui est une sorte de discipline mentale et corporelle, une sorte de yoga chelou qui permet peut-être de faire vivre plus longtemps. La Glarine, qui est la réputation du personnage, qui est une sorte de monnaie d'échange. C'est un peu lié à la réputation qu'il y a dans les mécaniques de jeu, mais pas tout à fait. Et le fait d'être de faire partie d'un clan influent, ça permet d'avoir des avantages. Alors, ensuite, les clans stellaires. Les clans stellaires, tendez par là, les clans qui vivent en grande partie dans l'espace, représentent une sous-culture importante. Le terme Eldarin est Ellenarim, et ce sont des communautés le plus souvent plus mélangées que des représentants venant de multiples peuples, y compris des terriens ou des Karlanes. S'ils forment une seule unité culturelle, on distingue souvent les sédentaires qui vivent surtout dans les habitats spatiaux et les nomades qui sillonnent l'espace à bord de grands vaisseaux et notamment des voiliers stellaires. Dans les faits, rares sont les clans qui n'ont pas une composante sédentaire et une composante nomade, qui sont connus pour une tendance au pragmatisme, parfois rugueux. Même avec plus de 10 000 ans de pratique, l'espace reste un environnement dangereux et ne plaisante pas avec ça. Les clans stellaires se séparent rarement de leur combinaison, des tenues souples qui, en cas d'urgence, peuvent protéger du vide stellaire pendant quelques précieuses minutes et qui sont très souvent teintes de couleurs vives. Encore dans les atouts culturels, le personnage a beaucoup voyagé, une mentalité que ça commode assez mal de rester trop longtemps au même endroit, même si trop longtemps peut ici vouloir dire plus d'un siècle. Enfants des étoiles, donc les membres des clans stellaires sont plus à l'aise avec les environnements spatiaux, ils savent évoluer en gravité faible ou nulle, peuvent enfiler une combinaison en quelques secondes, et ont des stratégies pour gérer le vide, les rayonnements et toutes ces joyeusetés. Discipline Eldarine, c'est forcément aussi sexuel. Oui, alors, encore que, d'un point de vue sexuel, discipline et Eldar, ça fait assez mauvais ménage. Disons que si tu mets un Eldar et un Parisien dans la pièce, ça risque de pas très bien se terminer. Sachant que les Parisiens dans l'univers d'Erdorine, Paris est devenu la capitale mondiale du BDSM et du satanisme. Ensuite, on va parler des cultures terriennes. Alors, les cultures terriennes sont, en comparaison, arrivées depuis bien moins longtemps dans la sphère, 2 siècles tout au plus, ce qui est d'ailleurs un élément qui a beaucoup surpris les peuples stellaires. Ces derniers ne s'attendaient pas à ce que les terriens débarquent si vite dans leur coin de galaxie. Mais justement, la principale différence entre les cultures stellaires et terriennes, c'est que ces derniers ne vivent guère plus d'un siècle, mais accomplissent autant, voire plus que les individus stellaires vivant plusieurs millénaires. Le fait est que dans l'imagerie populaire, les terriens ont tendance à tester des trucs qu'un stellaire étudierait pendant plusieurs années avant d'envisager une mise en application. Et quand je dis tester des trucs, ça signifie les mettre carrément en production. On va bêta tester en cours. Cela dit, leur capacité d'adaptation à les technologies nouvelles est inversement proportionnelle à leur capacité à remettre en question certaines de leurs habitudes sociales, ce qui donne parfois des mélanges très bizarres. S'il existe quelques points communs entre les différentes cultures terriennes, elles présentent entre elles des différences notables, parfois plus grandes que celles entre les autres cultures de la sphère. La Terre a connu une certaine forme de globalisation au cours des 3 ou 4 derniers siècles, mais ces cultures sont longtemps restées très distinctes jusqu'à aujourd'hui. Dans les cultures principales, on a les Européens. Alors, quelque part, on pourrait dire que la culture européenne n'existe pas, et que c'est même sa base. Pour être plus précis, en apparence, la Confédération européenne. Oui, l'Europe est une confédération avec la capitale à Genève. Parce que c'est une mosaïque de peuples aux histoires diverses, souvent antagonistes, qui ont décidé envers et contre tout de vivre ensemble. En conséquence, les valeurs de tolérance et de compromis sont au cœur de l'identité européenne.
Elle est aussi marquée par les guerres mondiales et surtout les destructions causées par les deux dernières. Il y a encore des zones qui sont peu ou pas habitées du fait de la pollution et des destructions, et la radioactivité est encore un facteur d'angoisse. Certaines pièces de vêtements sont conçues pour virer au jaune en cas de pic radioactif, raison pour laquelle personne ne porte de vêtements jaunes en Europe. La notion de reconstruction, de recyclage est assez marquée en lien avec une vision presque sanctifiée de l'histoire. Vision un peu paradoxale d'ailleurs, parce que cette histoire est autant marquée par la grandeur que par l'horreur. Quoi, la Suisse a rejoint l'Europe? Non, c'est le contraire, c'est l'Europe qui a rejoint la Suisse. et en fait, c'est même encore plus con que ça, parce que la Suisse n'existe plus. L'État-nation suisse a existé pendant un certain temps, mais ensuite, au moment où la Confédération européenne s'est formée, il y a eu pas mal de renouvellement, et ensuite il y a eu un État qui s'est appelé la République coopérative de Duttweiler, qui est une blague très suisse en fait. Et si la capitale est à Genève, Genève est une ville-État en fait. Structure sociale, si les divers États qui forment la Confédération européenne ont des formes de gouvernement très différentes, la très grande partie est basée sur la démocratie participative et l'économie de marché. Il y a eu une votation pour ça. Je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps, en fait. C'était un petit peu urgent, vu qu'il y avait une 4e guerre mondiale qui venait de commencer. Il existe un filet de sécurité sociale pour éviter que des gens tombent dans la dèche, mais il n'est pas toujours très efficace et en dépendre est mal vu. La religion, surtout l'église chrétienne écuménique, a longtemps été un ciment pour la population, y compris précisément dans l'implémentation du filet précité. La ferveur religieuse est depuis nettement retombée, mais elle a encore un impact conscient ou non sur la culture européenne. Vie quotidienne, les populations européennes sont principalement urbaines ou périurbaines et vivent le plus souvent dans une forme ou une autre d'habitat collectif. Les maisons individuelles n'ont pas complètement disparu, mais elles sont devenues rares et sont souvent de construction ancienne. Elles sont imbriquées dans un dense réseau de normes, de lois et de coutumes qui peut parfois être abscons pour le visiteur mal renseigné. Sur Terre, le soleil est rarement plaisant plus de quelques semaines par an, à part peut-être autour de la Méditerranée. Cela a un impact sur les cultures vivrières qui ont un rendement bien plus faible qu'au XXe siècle. La contamination des sols n'aide pas. En conséquence, une part non négligeable de l'alimentation vient d'aliments reconstitués à base d'algues ou de champignons cultivés industriellement, ainsi que dans une moindre mesure de fermes urbaines. L'habitat urbain. Qu'est-ce que tu entends par l'habitat urbain ? Les populations européennes ont connu un très grand brassage entre le début de la Troisième Guerre mondiale 1989 et la fin de la Quatrième de 1090. En conséquence, elles sont très métissées et le racisme a presque disparu, d'autant qu'il est très lié à l'ennemi, à savoir la Fédération des Hautes-Terres. Par contre, les normes sociales et coutumes locales servent de marqueurs sociaux allant parfois jusqu'à l'exclusion. La famille duoparentale était un jeu de mots Eldarin. Là, souvent, savent qu'on est dans les Européens, donc c'est plus trop Eldarin. Alors, la famille bioparentale hétérosexuelle n'est plus vraiment la norme absolue, mais c'est encore la forme majoritaire, oui, non, c'est juste. Et, suivant les régions, la seule socialement acceptable, même si d'autres formes sont légalement reconnues. Les peuples non-terriens sont vus avec méfiance et curiosité. Et c'est plus compliqué que ça. Alors, il y avait une note qui était peut-être un petit peu obscure. Les populations qui vivent sur les planètes extrasolaires ont souvent d'autres soucis avec la météo. Alors, c'est parce que les planètes extrasolaires de la Confédération européenne sont toutes un peu buggées. Pas toutes, mais elles ont des trucs des fois un peu bizarres. Peut-être le signaler. À l'est de l'Europe, c'est plutôt la culture soviète qui domine. Donc dans les atouts culturels, recycling culture, design type de l'Europe inspiré par la récupération datant des guerres mondiales et repose sur des éléments interchangeables et facilement réparables. La softtech, c'est le stade ultime de la recycling culture. La technologie soviétique implique des pièces en fonte, des objets avec des pièces en fonte qui se réparent à coups de marteau et dont les éléments peuvent être combinés pour faire une réacteur, un lado ou une mitrailleuse.
Rétronationalisme, une passion pour des pays qui n'existent plus, par exemple la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique ou le Liechtenstein. Alors, cosmopolite se dit de personnages qui ont vécu dans plein d'endroits différents, du coup ils ont des notions de plein de cultures diverses. Et puis c'est tout. Ensuite, pour les Américains, donc l'Amérique du Nord est à la fois très proche de l'Europe, culturellement aussi très éloignée. Alors, je vais pas aller je vais aller un peu vite là-dessus parce que, si je me souviens bien, j'ai pas beaucoup changé de choses dans les trucs américains. Il y a toujours le truc un petit peu particulier que, voilà, culture dite américaine décrite ci-dessus s'applique principalement aux USA, à la Fédération pétrolière et au Texas. Même si ces trois nations sont distinctes, elles ont gardé une culture commune. Le Texas a peut-être un état plus social, la Fédération pétrolière est dominée par une version évangélique du catholicisme. Mais le Canada et le Québec sont beaucoup plus proches de l'Europe dans le domaine des mœurs et de la sécurité sociale. Et la République socialiste centra-américaine, comme son nom l'indique, est plus proche d'une culture soviète, mais avec moins de toques en fourrure et de grands manteaux. Donc on a des atouts culturels comme le rêve américain, deuxième amendement, survivalisme, business is business, ce genre de choses. Alors, la culture soviète née de l'ancienne Union soviétique et aussi partiellement d'autres régimes dits communistes comme la Chine ou le Vietnam, la culture soviète a la particularité d'être présente en Europe, dans les régions orientales du continent, mais aussi sur la côte nord-ouest américaine, entre Alaska et Californie. La culture soviète joue donc sur des valeurs collectivistes et égalitaristes, souvent fortement corrigées par rapport à leurs modèles historiques. Elle sait faire montre d'un pragmatisme confinant à la mauvaise foi dans ses relations avec les cultures dans lesquelles elle est imbriquée. Un soviète n'aura par exemple aucun mal à intégrer la notion de Black Friday dans son système de pensée. Mais qu'est devenu le Groenland? Si mes souvenirs sont bons, il est parti du Canada. Principalement en fait parce que tout le sous-continent nord-américain, entre la fin de la troisième et le début de la quatrième, grosso modo pendant presque un siècle, toute la partie nord-américaine a été complètement isolée du reste du monde. Au point que personne ne savait s'il y avait encore des gens vivants là-bas. Et réciproquement, eux savaient pas s'il y avait quelqu'un en dehors. Du coup, le Groenland étant quand même beaucoup plus près du continent américain que de l'Europe, par force de nature, d'une certaine façon, ils se sont retrouvés intégrés au Canada, qui d'ailleurs est devenu un royaume parce que la famille royale britannique a émigré là-bas et a fait un coup d'État derrière. Alors, dialectique, à force de jongler en diverses idéologies, le personnage est passé maître dans l'art de trouver des explications pour des comportements contradictoires. Accessoirement, il a tendance à connaître par cœur les textes idéologiques en question. Softtech, on l'avait déjà mentionné, collectivisme, les personnages d'origine soviétique ont souvent des remarquables capacités à organiser des communautés autour de tâches données. Les miliciens populaires, c'est un peu comme le deuxième armement, formation militaire plus ou moins poussée. Ensuite, les Highlanders, Fédération des Hautes-Terres. En 2 siècles à peine, la Fédération des Hautes-Terres a réussi à mettre en place une révolution culturelle majeure sur les terres qu'elle contrôle. Cette culture s'est imposée non pas en remplacement des cultures traditionnelles, mais comme une surcouche officielle. En résumant beaucoup, la culture Highlander est la culture publique, les cultures traditionnelles sont les cultures privées. Un peu à l'image de la culture américaine, elle porte les valeurs d'une société idéale fantasmée, on y retrouve les notions de méritocratie, et dans une certaine mesure une glorification de la violence ou à tout le moins de l'action martiale. Les uniformes sont des éléments omniprésents et des symboles de statut, mais là où les Américains font semblant d'y croire, pour les citoyens de la Fédération des Hautes-Terres, c'est un idéal, un but à atteindre. Cette culture officielle a cependant une face bien plus sombre, c'est une société basée sur l'ordre, le contrôle et qui n'hésite pas à agir avec force quand il s'agit de resserrer des boulons. Et les éléments de culture privée, comme les religions qui se prennent d'empiéter sur le domaine du public, sont surveillés et, le cas échéant, réprimés. Mais alors, la Fédération des Hautes-Terres, c'est quand même un peu un état fasciste. La société Highlander est un millefeuille de structures diverses d'appartenance plus ou moins conflictuelles et de surveillance. Un citoyen est censé appartenir à sa famille, sa communauté, son ou ses employeurs, plus différentes structures étatiques et de clubs d'intérêt qui servent souvent de façade à l'une ou l'autre officine de l'État fédéral. Je crois qu'il y a beaucoup de souvent dans cette phrase, mais je verrai ça plus tard. Non, ça va en fait. La citoyenneté comporte plusieurs niveaux suivant le comportement de l'individu, c'est basé sur des systèmes de surveillance automatisés, mais aussi sur des rapports de comportement de personnes assermentées. La délation est curieusement mal vue si elle vient d'un clampin moyen, mais pas si elle est faite d'un officiel.
L'armée est une autre structure sociale très importante, beaucoup de jeunes gens payent leurs autres études en accomplissant un service militaire, un grade élevé est un moteur d'ascension sociale dans la vie civile. Un petit peu comme c'était le cas d'ailleurs en Suisse jusque dans les années 80-90, où fondamentalement, dans les grandes boîtes suisses, si t'avais pas un grade de genre caporal ou lieutenant dans l'armée, eh ben t'avais peu de chances de monter très haut dans l'échelle des cadres. Je crois que c'est encore peut-être vaguement le cas dans l'UBS, à l'Union de Banque Suisse, mais c'est un petit peu ça s'est un petit peu perdu, notamment depuis il y a un certain vote du 26 novembre 1989 où plus de 35% de la population suisse a dit qu'ils étaient OK avec l'abolition de l'armée. Curieusement, sur ce coup-là, un peu tout le monde s'est calmé. Alors, vie quotidienne à première vue, la vie en Fédération des Hautes-Terres n'est pas très différente de celle dans d'autres nations terriennes. Dans les faits, plusieurs points sautent aux yeux. D'abord, un niveau de vie plutôt élevé, un sentiment de sécurité. Ce dernier est peut-être dû au fait qu'il y a des uniformes partout, pour un peu toutes les fonctions officielles, mais aussi pour d'autres plus inattendus, comme les concierges, les responsables de clubs, etc. L'uniforme est quelque chose de très sérieux dans la culture Highlander, c'est un marqueur social, une preuve d'autorité. Personne n'oserait usurper un uniforme. Alors, dans les atouts culturels, tradition militaire, carrière militaire est solidement implantée dans la culture, on est militaire de génération en génération. Service secret, la rumeur veut que pour chaque institution Highlander, il existe au moins un service secret, le plus souvent plusieurs qui se font concurrence. Dissident, le personnage est enregistré comme dissident, ce qui donne le droit de critiquer le régime en place, mais va sévèrement limiter son ascension sociale. Curieusement, ce n'est pas incompatible avec les précédents. Enfin, bureaucratie, au vu de la multiplication des services, règlements et autres, connaître le fonctionnement des rouages de l'État est un gros avantage. Ensuite, Copacabana. Alors, la ville libre de Copacabana s'est formée sur une idée de rébellion face à une exclusion, un ancien ghetto mutant qui a pris son indépendance et l'a conservé les armes à la main. Mais surtout, au début du 22e siècle, a décidé de s'ouvrir avec force vers le reste de la sphère. Cette décision a renforcé le côté melting pot de la ville. L'ancienne Rio de Janeiro avait déjà un côté très métissé, et Copacabana est devenue une des portes d'entrée vers l'espace hors de la Terre. En conséquence, c'est un endroit où le métissage est célébré sous toutes ses formes. Elle s'est aussi construite en contrepoint du modèle Highlander, c'est un lieu d'échange d'idées, de réflexion hétérodoxe, un point de contact avec le vaste monde hors de la Terre. J'ai l'impression que ça je l'ai déjà dit. Alors là j'avais pas trop développé en dehors de ça, donc là j'ai rajouté 2-3 trucs. La société Copacabana est en grande partie fondée sur la famille, mais celle-ci peut tout aussi bien être choisie par des liens sentimentaux à divers degrés ou des communautés d'intérêt que par les liens du sang. L'appartenance à la ville libre est un sentiment étonnamment fort pour une nation qui n'a somme toute que peu d'institutions. Le Copacabana est à la fois très patriote mais aussi très à cheval sur l'hospitalité. Le racisme est pour ainsi dire inexistant. Par rapport à d'autres cités terriennes et surtout par rapport à la Fédération des Hautes-Terres voisines, Copacabana a un petit côté crasseux, voire miséreux, mais c'est une apparence, quasiment personne n'y a pas un toit, il n'y mange pas à sa faim, et si quelques services sociaux ne suffisent pas, les habitants mettent un point d'honneur à aider leurs prochains. La ville regorge d'artistes, de scènes, de galeries et d'autres, il y a des spectacles à presque tous les coins de rue du centre, le soir, et dans les quartiers populaires, les habitants délaissent leurs appartements pour se retrouver dans des grands espaces communs. Donc là, dans les atouts culturels, on a nouveau cosmopolite, trafic en tout genre, avec sa situation enclavée et son starport. La ville libre est une plaque tournante pour toutes sortes de trafics, du plus bénin au plus dangereux. Oui, les épices cyanes, ça peut être particulièrement brutal. Arcane, alors même si le mythe de la ville arcaniste est juste là, un mythe, donc il y a tout de même beaucoup de praticiens des arcanes dans la cité, et ainsi d'une plus grande tolérance qu'ailleurs dans l'espace terrien. Enfin, Coolman, les Copacabana, c'est les Copacabana, il manque un cas, pouf, prennent la vie avec des contractions, enfin une apparente décontraction. Alors là, le sujet plus compliqué que ça, normalement, il va sur toutes les cultures terriennes. Alors les cultures européennes et américaines et soviétiques sont très marquées par la nostalgie. Ça explique pourquoi beaucoup d'éléments comme les arts ou la mode sont parfois directement calqués sur des modèles datant de l'ère préatomique. En comparaison, Copacabana et même la Fédération des Hautes-Terres sont des scènes culturelles beaucoup plus fécondes, même si, dans le cas des Highlanders, la créativité est souvent mitigée par la pression des autorités et de l'art officiel, mais la scène underground révèle pas mal de surprises. Alors ça, je sais pas à quoi ça se mêlait, mais enfin bon, faut que je retrouve. Ça comme ça manque un peu de contexte, là, elle flotte un peu, cette phrase, mais c'est pas grave. Pouh. Ah oui, non, mais j'ai un peu le t-shirt est en train de changer de couleur, c'est assez rigolo.
Ensuite, mercenaires, culture mercenaire. Boum. Je regarde quand même s'il y a du monde. Ah, mais visiblement, il y a un problème de... Ok, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Donc si ça se trouve, en fait, vous ne me voyez plus, vous ne m'entendez plus, c'est tout bloqué. Parce que si je vois sur le truc, ça... Le stream, en tout cas sur YouTube, a planté. Sur Twitch, ça a l'air de continuer à tourner. Hein, donc si vous voulez aller voir sur Twitch, j'existe. Mais là, YouTube, c'est... Ah bah non, sur Twitch aussi, c'est tombé. Oui, alors ça, c'est un petit peu le problème, c'est que j'ai un gros problème avec ma connexion Internet. Il va falloir vraiment que je fasse intervenir quelqu'un, mais je commence à en avoir marre parce que ça fait juste 5 fois qu'il y a des gens qui interviennent. Et dans le meilleur des cas, j'ai un Internet de merde, et dans le pire des cas, j'ai pas d'Internet du tout. Donc c'est un petit peu agaçant, cette histoire. Mais là, je crois que effectivement, on a un souci assez conséquent sur la connexion. Enfin bon, on va faire comme si, on va continuer, et puis bah vous pourrez avoir la vidéo en rediff. Hein. Donc sur les mercenaires, il peut paraître étonnant qu'il existe une culture mercenaire, mais la culture stellaire a toujours reconnu l'existence de clans armés, notamment dans la frontière, qui avaient des statuts particuliers. Cette situation a considérablement évolué avec l'arrivée des terriens et surtout les guerres corporatives. Il existe des communautés entières qui mélangent population autochtone, personnes déplacées et mercenaires de tout poil. Une des caractéristiques majeures de cette culture, c'est un fort pragmatisme centré autour de la survie du groupe. D'abord, et de son efficacité au combat, ensuite, une conception assez particulière de la hiérarchie militaire qui, en gros, ne vaut qu'en situation de combat, et une tendance à bricoler les trucs les plus improbables avec des éléments disparates. Assez curieusement, les mercenaires sont souvent aussi bons en diplomatie, en marchandage qu'en bagarre. Là, je regarde, mais je pense que je dois avoir un... Oui, voilà. Effectivement, on me signale que mon stream a planté. Eh ben, j'en suis navré. On va continuer quand même comme ça. Je vais finir le truc sur les cultures, et puis bah on va arrêter le stream là. Navré pour ça, c'était un petit peu un truc que je craignais, mais voilà, on peut pas y faire grand chose. Voilà, ça a planté, mais de partout quoi. Ok. Alors, les cultures mercenaires sont souvent constituées en compagnies qui peuvent aller en nombre d'une demi-douzaine de personnes, c'est-à-dire un groupe de PJ, à plusieurs milliers pour les grandes organisations mercenaires comme la Dame de Fer ou les Gods of War. Mais au sein des grandes compagnies, l'unité de base est de l'ordre de 20 à 50 personnes. Si les compagnies les plus jeunes ont souvent une certaine homogénéité culturelle, voire régionale, avec le temps, elles tendent à se métisser de plus en plus. Dans les cultures stellaires, certaines compagnies en viennent même à adopter un nom de clan, réel ou imaginaire. On pourrait croire que la vie dans une compagnie mercenaire est faite de combats et de déplacements incessants. C'était encore vrai il y a quelques décennies dans la frontière, mais en 2300, il y a somme toute peu de grands conflits ouverts. Ce sont le plus souvent des troubles régionaux, des incursions pirates ou de la surveillance de lignes de démarcation. En conséquence, beaucoup de compagnies mercenaires sont sédentaires, déployées autour de bases, qui sont rarement plus qu'un bâtiment vaguement fortifié au sein d'une communauté locale. Le quotidien est fait d'attente, d'entraînement et d'entretien entre deux opérations, lesquelles permettent de payer la période entre les deux, plus ou moins. Il n'est pas rare qu'après un certain temps passé auprès de communautés locales, Eldar ou Atlani, les mercenaires commencent à adopter des coutumes du cru, notamment en matière de vie sexuelle, et c'est un processus qui ne va pas sans friction, au sens pas sexuel du terme, surtout au début. Alors c'est plus compliqué que ça, si la vie dans les compagnies mercenaires n'est pas toujours palpitante, elle jouit cependant d'une forte aura médiatique qui attire toujours des jeunes en mal d'aventure. Enfin, la frontière est floue entre compagnies mercenaires et bandes de pirates. Certaines unités peu scrupuleuses ou vraiment désespérées n'hésitent pas à basculer ponctuellement ou complètement vers des activités criminelles, trafic, vol, protection, etc. Dans les atouts culturels, on a la récupération, les mercenaires ont souvent du matériel de bric et de broc et sont passés maîtres dans l'art de réparer un moteur hyperspatial avec une machine à café et réciproquement.
Trafic en tout genre, quand les circuits traditionnels d'approvisionnement cessent de fonctionner, il faut bien se fournir quelque part. Alors, Petite Guerre, spécialiste des coups tordus, des actions discrètes et du sabotage. Cosmopolite, on en a déjà parlé. Et International Mercenaire, le personnage est encore en lien étroit avec sa compagnie d'origine qui peut parfois lui donner des coups de main. Ensuite, les CNI. Les CNI forment une culture très particulière dans la sphère, mais c'est parfois difficile de s'en rendre compte, vu qu'ils ont tendance à très bien s'adapter à leurs interlocuteurs. Le fait est que leur biologie saurienne les met quelque peu en décalage avec les autres habitants de la sphère. D'ailleurs, en privé, il n'est pas rare qu'ils râlent sur ces mammifères. Une particularité culturelle des CNI, c'est qu'ils n'aiment pas la symétrie, ce qui peut paraître curieux pour un peuple qui a bâti sa réputation sur son réseau de commerce. L'échange parfait doit être déséquilibré, idéalement il faut que les deux parties pensent avoir arnaqué l'autre. Une conséquence étrange de cette aversion est que les CNI vouent une fascination, parfois jusqu'à une forme de culte, pour les nombres premiers. La principale unité sociale chez les CNI, c'est la guilde, à savoir une communauté basée sur des intérêts surtout économiques. S'il peut arriver que les CNI forment des liens romantiques avec leurs congénères, c'est somme toute peu courant, et c'est plus le côté sexuel qui compte. Il n'existe pas vraiment de structure familiale à proprement parler, les enfants sont pris en charge par la guilde où ils sont nés, et considérés comme une forme de propriété ou comme un investissement jusqu'à l'âge adulte. Il est possible de changer de guilde, mais ça implique de d'abord solder ses dettes. Parfois, une guilde peut débaucher un individu particulièrement prometteur, soit en payant les dettes, soit en l'enlevant purement et simplement. Il est très rare qu'un Cyan ressente une forme de fidélité envers sa guilde, même de naissance, et le fait d'avoir transité par plusieurs guildes est souvent considéré comme une preuve de valeur. La vie au sein d'une guilde implique le plus souvent des horaires de travail imposés assortis de pénalités plus ou moins arbitraires suivant les cas. Plus un Cyan monte dans la hiérarchie de sa guilde, plus il a du temps libre, ce qui est le plus souvent consacré à une ou plusieurs activités artistiques, ou, pour les plus ambitieux, à des entreprises annexes et potentiellement lucratives. La nature reptilienne et partiellement amphibienne des CNI fait que leurs habitats sont plus souvent au bord de l'eau, voire dans l'eau. Ils apprécient plus particulièrement les eaux un peu saumâtres comme les mangroves. Alors, il existe quelques ethnies cyaniques qui sont plus à l'aise dans les environnements arides, c'est d'ailleurs le cas des Snivels, mais elles forment que 10 à 15% de la population. Et si la plupart des cyaniques l'on croise hors de la sphère d'influence des guildes travaillent d'une façon ou d'une autre pour sa guilde, il existe une frange d'entrepreneurs libres qui sont sortis plus ou moins officiellement du système. Est-ce que par hasard on aurait récupéré quelque chose? On peut regarder ça. Bon... Oui, non, peut-être. Ah, c'est rigolo, ça. Il est possible, en fait, qu'il m'ait cassé ma... Bon, on verra. Je suis en train de regarder ce qui se passe sur le truc... Mais je pense que ça redémarrera pas... Peut-être sur Twitch, mais non, même sur Twitch, ça fait rien du tout. Voilà, non, déconnecté. Ah bah oui, je pense qu'en fait, comme il a déconnecté, ça a complètement coupé le stream. Désolé. Alors, les atouts culturels guildes, un peu comme les clans, les guildes cyanes sont des influences variables, mais peuvent assister le personnage donnant, bien sûr. Artistes rares sont les Asiani qui n'ont pas l'ambition de réaliser une œuvre majeure qui gravera à jamais leur nom dans les étoiles, parfois littéralement. Cosmopolite, bon ça on a déjà vu, truc de mammifères, les non-Cyani ont tendance à ne pas comprendre comment fonctionnent les Cyani, et physiologiquement ou psychologiquement, et essaieront des trucs qui ne fonctionneront pas sur eux. Typiquement, le coup de pied dans les couilles. Sur un lézard, ça va pas super bien marcher. Alors, maintenant, on va parler des Talvarides. La structure tribale des nations Talvarides est au cœur de leur culture. Pendant longtemps, ils ont vécu dans les sociétés centrées sur des très petits espaces, mais assez rapidement, ils ont commencé à développer des pratiques de voyage initiatique où les jeunes Talvarides partent visiter des autres tribus et quand ils reviennent, ils choisissent le rôle qu'ils joueront dans leur tribu ou décident de s'installer dans une autre tribu. Les Talvarides ont un rapport particulier avec la violence, qui est vue comme une forme de lien social. Il existe beaucoup de combats ritualisés, parfois sous la forme de joutes sportives, et le fait de saigner ensemble est souvent interprété comme un lien tribal. Enfin, les Talvarides vivent dans une société pré-industrielle, à quelques exceptions près. Si les Talvarides vivent dans une société pré-industrielle, ils ont développé une solide connaissance des technologies modernes au contact des autres peuples stellaires, mais ils l'interprètent sous un prisme animisme. L'électricité sont des esprits de la foudre qui transportent des messages, etc.
La société talvaride est principalement tribale. Une tribu talvaride compte entre 5 et 10 familles, rarement plus. Elles sont principalement sédentaires, mais il existe aussi des tribus nomades, surtout dans les environnements un peu hostiles. Océan, désert, région polaire, etc. Au sein des tribus, les familles ont également une certaine importance. Elles sont le plus souvent matriarcales. Il y a une certaine hiérarchie entre familles, rôles sociaux et individus, mais elle est assez fluide. Qui plus est, elle est multiple, ce qui est bien qu'un individu peut très bien être considéré comme dominant dans un contexte et pas du tout dans un autre. Certaines tribus redistribuent régulièrement les places dominantes au cours de divers jeux ou compétitions, souvent très spectaculaires. À l'âge adulte, les talvarides décident s'ils veulent devenir chef ou chaman, la traduction est foireuse, mais ça veut plutôt dire qui agit ou qui réfléchit. Certains choisissent de ne pas choisir tout de suite et deviennent voyageurs, ils reviennent ensuite dans leur tribu pour finalement choisir leur place. Alors, vie quotidienne, j'ai pas encore développé, et c'est plus compliqué que ça, dans les territoires occupés par la Fédération des Hautes Terres, les cultures tribales talvarides ont une forme plus policée, c'est en partie dû à l'influence Highlander, mais ce que les talvarides eux-mêmes évitent de trop mentionner, c'est que c'était une tendance déjà en place depuis bien avant l'arrivée des terriens. Donc dans les atouts culturels, il y a les chamans, terme assez générique, pas toujours avec une connotation spirituelle qui désigne la communauté des sachants. Chef, là encore, il s'agit d'un terme très générique pour désigner ceux qui vont commander les autres, pas forcément au combat, mais parfois aussi. En voyageur, quand un talvaride n'est ni chef ni chaman, il voyage sur sa planète, mais aussi sur les autres mondes, avec comme but de revenir vers sa tribu, et de leur ramener des richesses, et de prendre sa place dans la société tribale comme chaman ou comme chef. La plupart des personnages talvarides sont des voyageurs. Et enfin, techno-chamanisme, la technologie, c'est juste des esprits dans des gris-gris. Et c'est tout en fait, parce que pour les Carlan, j'ai rien foutu. Je me suis un petit peu arrêté là. Mais voilà, ça fait déjà quand même pas mal de choses qui ont été mises à jour pour ce chapitre. Un petit coup de sauvegarde, ça fait pas de mal, et on va repasser sur le Fastcam pour la conclusion de cette... J'ai dit Fastcam, mais non c'est bon, j'ai bien dit Fastcam. Voilà, je suis donc désolé pour cette interruption totalement indépendante de ma volonté. Je blâme Internet, c'est normal. Voilà. Dans tous les cas, en tout cas, merci à celui qui était là. Donc Yellow Shark, merci à toi d'être passé. Merci à ceux qui verront cette vidéo en rediffusion. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses dont vous voudriez que je vous parle. On va se retrouver dans 2 semaines, ça sera, je pense, le 8 juillet, je crois. Faut encore que je fasse le planning pour juillet, mais normalement, ça devrait venir assez rapidement. Ça serait le 8 juillet ou ça serait le 2, je sais plus. Faudrait que je vois ça. Je vous tiens au courant. Attendez, là on est combien ? Faisons un calcul rapide. Aujourd'hui, on est le 18. 18 et 14, ça fait 32. Non, ça serait le 2 juillet. On va se revoir le 2 juillet. Ça sera donc le premier stream du mois. À moins qu'il y ait des choses qui viennent s'intercaler, mais normalement, on devrait faire ça comme ça. Donc, dans tous les cas, à 2 semaines. Avec d'autres mises à jour, j'espère avec une connexion internet un peu moins foireuse, et puis d'ici là, portez-vous bien, et puis à une prochaine. Ciao!